Le message arrive à 3h17. Pas de code d'extraction, pas de confirmation. Juste un silence anormal et une ligne coupée trop tôt. Dans la salle de contrôle, personne ne parle. Un opérateur relie les données. Une équipe du Special Air Service vient de disparaître, quelques minutes après avoir terminé sa mission. Ce n'est pas une panne radio. Ce n'est pas une interférence. C'est autre chose. L'opération sur le papier était simple. Une infiltration rapide, un objectif précis. Une extraction immédiate. Le genre de mission que des unités comme le Special Air Service exécutent depuis des décennies, souvent sans laisser de traces. Le contexte, lui, ne l'était pas. Zone semi-urbaine, front instable, multiples groupes armés, mais aucun contrôle total. Une situation floue, où les lignes entre alliés, ennemis et observateurs ne sont jamais vraiment fixes. Les Navy SEALs suivent l'opération à distance, pas en soutien direct, pas en coordination active, mais en observation. Une pratique courante entre unités d'élite. Chacun apprend de l'autre. Chacun analyse les méthodes, les décisions, les résultats. Au début, tout se déroule comme prévu. Insertion discrète, progression silencieuse. Aucun contact inutile. Chaque mouvement semble calculé, presque invisible. Les signaux interceptés confirment une chose. L'équipe avance plus vite que prévu. Puis vient le moment clé. L'objectif est atteint. Confirmation visuelle. Transmission courte. Professionnelle. Rien d'anormal. Et ensuite, plus rien. Ce qui trouble immédiatement les analystes, ce n'est pas la disparition. C'est la manière dont elle se produit. Pas de tir, pas d'alerte, pas de tentative d'extraction d'urgence. Juste un arrêt complet, comme si l'équipe avait décidé de couper elle-même le contact. Quelques heures plus tard, une cellule d'analyse conjointe est mise en place. Des opérateurs des Navy SEAL examinent les données disponibles. Trajectoire, temps de déplacement, fréquence radio, micro-variations dans les transmissions, tout est passé au crible. Un détail attire l'attention. L'équipe du Special Air Service n'a pas suivi le plan d'extraction standard. Pas complètement. Ils ont légèrement dévié. Pas assez pour être une erreur. Juste assez pour être intentionnel. Ce changement n'a jamais été communiqué. Un ancien opérateur SEAL, présent dans la salle, résume la situation en une phrase calme, presque froide. Ils n'ont pas disparu. Ils ont choisi de ne plus être trouvés. Personne ne conteste, parce que tout, dans les données, pointe dans cette direction. Ce n'est plus une question de mission réussie ou échouée, c'est une question de décision. Pourquoi une unité aussi expérimentée déciderait-elle, après avoir accompli son objectif, de rompre tout contact? Ce n'est pas une erreur tactique, ce n'est pas une panique, ce n'est pas un accident. C'est un choix. Et ce choix commence à révéler quelque chose de plus profond, quelque chose que les Navy SEAL reconnaissent immédiatement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils voient ce type de schéma. Mais cette fois, les conséquences semblent différentes, plus silencieuses, plus longues et potentiellement irréversibles. Rien n'indique encore ce qui s'est réellement passé après ce dernier signal. Mais une chose devient claire. L'équipe du Special Air Service n'a pas simplement terminé une mission. Elle a franchi une ligne invisible. Une ligne que la plupart des unités ne traversent jamais. Et ceux qui la traversent ne reviennent pas toujours. La première réaction dans ce genre de situation est presque toujours la même. On cherche une cause simple, une panne, une embuscade, un brouillage, une erreur humaine. Mais plus les heures passent, plus cette piste s'effondre. Les relevés sont propres, trop propres. Les dernières transmissions ne portent aucune trace de stress. Le débit est normal, les mots sont courts, précis, maîtrisés. Rien dans la voix, rien dans le rythme ne suggère une équipe surprise ou sous pression. Même la respiration, captée à peine entre deux échanges, reste stable. Pour les analystes des Navy SEALs, ce détail compte énormément.
Dans les unités spéciales, la radio trahit souvent ce que les hommes essaient de cacher. Un souffle plus court, une phrase coupée trop tôt, un silence mal placé. Le corps parle avant la procédure. Et là, justement, le corps ne dit rien. C'est cela qui gêne. Si les hommes du SAS avaient été repérés, quelqu'un l'aurait senti dans la voix. Si l'extraction avait tourné court, un mot de trop aurait glissé. Si quelque chose s'était effondré sur le terrain, les signaux périphériques l'auraient montré. Or, ce n'est pas le cas. L'un des opérateurs SEALs formule alors une hypothèse plus dérangeante. Peut-être que la disparition n'a pas commencé après la mission. Peut-être qu'elle faisait déjà partie de la mission, sans apparaître dans le plan officiel. L'idée paraît excessive au début, mais elle n'est pas absurde. Car certaines opérations ne se terminent pas au moment où l'objectif est atteint. Parfois, la vraie phase commence après, quand la cible est neutralisée, récupérée ou observée. Quand il faut vérifier qui réagit, qui suit, qui attendait dans l'ombre. Dans ces moments-là, l'extraction n'est plus un simple retour. Elle devient un test. Et si c'était cela, si l'équipe du SAS avait compris, dans les toutes dernières minutes, que le danger ne se trouvait pas sur l'objectif, mais autour de la sortie, cette possibilité change tout. Elle signifie que la mission visible n'était peut-être qu'une couche, une façade, une action nécessaire pour déclencher autre chose, un mouvement ennemi, une surveillance cachée, une réaction qu'on ne pouvait pas détecter autrement. Les SEAL connaissent cette logique. Eux aussi ont déjà vu des opérations où le vrai renseignement ne venait pas de l'assaut, mais de ce qui se produisait juste après. Qui appelait, qui bougeait, qui disparaissait à son tour. Alors peu à peu, la lecture change. Le SAS n'aurait pas rompu le contact par peur, ni par accident. Il l'aurait fait parce qu'il avait vu quelque chose d'assez grave pour considérer que rester visible, même pour ses propres alliés, devenait plus dangereux que le silence lui-même. Ce détail, presque invisible au début, devient central. Les analystes reprennent toute la séquence, seconde par seconde. Ils ne cherchent plus une attaque. Ils cherchent un moment de bascule, un instant précis où la mission cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Et ils le trouvent. Pas dans un tir, pas dans un message d'urgence, mais dans un simple changement de rythme. Juste après la confirmation de l'objectif, l'équipe du Special Air Service ralentit. À peine perceptible. Quelques secondes de plus entre deux déplacements. Une pause légèrement plus longue avant la prochaine transmission. Pour un observateur extérieur, cela ne signifie rien. Pour un opérateur, c'est suffisant. Parce que ce type de pause n'est pas du hasard, c'est un recalibrage, un moment où l'équipe ne suit plus uniquement le plan, mais commence à analyser ce qui ne colle pas. Les Navy SEAL reconnaissent ce schéma immédiatement. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est une prise de conscience. À ce moment-là, quelque chose a attiré leur attention. Peut-être un mouvement qui n'était pas prévu, peut-être une présence qui ne correspondait à aucun renseignement, peut-être une absence, car dans certaines zones, le silence est plus inquiétant que le bruit. Un quartier trop calme, une rue trop vide, des radios ennemies qui cessent de parler au même moment. Ces anomalies ne déclenchent pas d'alerte officielle, mais elles créent une tension, une impression que le terrain ne réagit pas comme il devrait. Et pour une unité comme le Special Air Service, cette impression suffit. Les données montrent alors une seconde chose, la déviation. Elle n'est pas brusque, elle n'est pas visible sur une carte simplifiée, mais en superposant les trajectoires prévues et réelles, l'écart apparaît. Quelques mètres au début, puis quelques dizaines, puis une direction légèrement différente. Ce n'est pas une fuite, c'est un contournement. Ils ne quittent pas la zone, ils la lisent autrement. Un des analystes SEALs formule une hypothèse qui met tout le monde mal à l'aise. Et si l'équipe n'essayait pas d'échapper à quelqu'un, mais d'observer quelqu'un qui pensait être invisible? Dans ce cas, couper la communication devient logique, car toute émission radio, même cryptée, peut révéler une position, une fréquence, un schéma. Et si un acteur non identifié surveillait déjà la zone, la moindre trace pouvait confirmer sa présence. Alors l'équipe fait ce que peu d'unités acceptent de faire. Elle disparaît volontairement du réseau. Cette décision n'est pas prise à la légère. Couper le contact, c'est rompre le lien avec le commandement. C'est refuser toute extraction immédiate. C'est accepter d'opérer sans filet.
sans coordination, sans possibilité de correction externe. C'est aussi envoyer un message implicite. Quelque chose ne va pas. Mais ce message n'est pas formulé. Il n'est pas transmis. Il n'est visible que pour ceux qui savent lire entre les lignes. Les Navy SEALs en font partie. Parce qu'ils savent qu'à ce niveau, les décisions ne sont jamais improvisées. Quand une équipe comme le Special Air Service sort du plan, ce n'est pas pour survivre, c'est pour comprendre. Et ce qu'ils ont vu à ce moment précis semble avoir été suffisamment important pour justifier un choix extrême. Un choix qui ne laisse aucune trace directe, mais qui, lentement, commence à dessiner une conclusion. Ce n'était plus une mission d'exécution. C'était devenu une mission d'observation. Et dans ce type de mission, le danger ne vient pas de ce que vous attaquez, il vient de ce qui vous regarde sans être vu. À ce stade, la mission n'est plus évaluée comme une opération classique. Elle est reclassée, silencieusement. Dans les systèmes internes, certains paramètres changent. Les filtres d'analyse ne cherchent plus des schémas d'attaque. Ils cherchent des comportements anormaux, des réactions indirectes, des mouvements qui ne devraient même pas exister si la situation était réellement sous contrôle. Les Navy SEALs concentrent alors leur attention sur un élément souvent négligé, ce qui se passe autour de l'équipe, et non sur elle. Et là, quelque chose apparaît. À plusieurs centaines de mètres de la trajectoire du Special Air Service, des signaux intermittents sont captés. Rien de structuré, pas de communication claire, juste des activations brèves, des émissions courtes, comme si quelqu'un testait sans vouloir être identifié. Ce type de comportement est rare. Les groupes armés classiques communiquent de manière plus directe. Ils coordonnent, ils donnent des ordres, ils réagissent au bruit. Mais ici, il n'y a pas de réaction visible, seulement une présence qui reste en retrait. Un analyste SEALS note un détail troublant. Les émissions ne suivent pas l'équipe. Elles apparaissent légèrement en avance, comme si quelqu'un anticipait les mouvements. Cette possibilité change immédiatement la lecture de toute l'opération, parce qu'elle implique une chose précise. Quelqu'un, dans cette zone, n'observe pas seulement ce qui se passe, il comprend ce qui va se passer. Les scénarios se multiplient. Une fuite d'informations, une surveillance préalable de la mission, un acteur tiers, non identifié, qui utilise l'opération comme couverture pour ses propres objectifs. Aucune hypothèse n'est confirmée, mais toutes mènent à une même conclusion. Le terrain n'était pas neutre. À partir de ce moment, le comportement du Special Air Service prend un autre sens. La déviation, le ralentissement, le silence radio, tout s'aligne. Chacun n'évite pas un danger immédiat. Ils testent une présence. Dans ce type de situation, la logique est contre-intuitive. On ne fuit pas, on observe, on modifie légèrement sa trajectoire pour voir si quelque chose s'ajuste en face. On crée de petites anomalies, presque invisibles, pour provoquer une réaction. Et surtout, on se tait, parce que la radio donne trop d'informations. Les Navy SEALs ont déjà utilisé ce type de méthode, rarement. Dans des contextes très spécifiques, là où l'ennemi ne se montre pas, mais suit, analyse et attend. Ce type d'adversaire ne tire pas immédiatement. Il confirme, il vérifie, il s'assure que la cible vaut la peine d'être exposée. Alors une question commence à émerger, de plus en plus clairement. Et si l'équipe du Special Air Service avait compris qu'elle n'était pas simplement observée, mais étudiée, cette nuance est essentielle. Être observé, c'est être une cible. Être étudié, c'est être un modèle. Quelqu'un ne cherchait peut-être pas à les arrêter. Quelqu'un cherchait à apprendre. Et dans ce cas, la disparition prend une autre dimension. Elle ne sert pas seulement à survivre, elle sert à couper l'accès, à empêcher toute collecte d'informations supplémentaires. Un opérateur SEALS résume la situation sans se rehausser la voix. S'ils ont compris ça,
Alors ils ont disparu pour ne pas devenir une donnée. Le silence qui suit cette phrase est différent, plus lourd, parce qu'il suggère quelque chose de rarement admis. Même les meilleures unités du monde peuvent devenir des cibles d'observation. Et quand cela arrive, le combat ne se joue plus sur le terrain. Il se joue dans ce que l'adversaire comprend, avant même d'agir. À partir de là, la question n'est plus seulement tactique, elle devient stratégique. Si quelqu'un sur ce terrain était capable d'anticiper les mouvements d'une unité comme le Special Air Service, alors le problème dépasse largement cette mission, parce que cela signifie une chose simple. Les règles ne sont plus les mêmes. Les analystes des Navy SEALs changent alors d'approche. Ils ne regardent plus uniquement la mission en cours. Ils élargissent la fenêtre. Ils remontent dans le temps. D'autres opérations, d'autres zones, d'autres unités. Et peu à peu, un motif commence à apparaître. Pas un motif évident, rien de direct, rien de formel, mais des anomalies similaires, des équipes qui modifient légèrement leur trajectoire sans raison apparente, des silences radio plus longs que la normale, des extractions retardées, sans explication officielle. À chaque fois, rien de suffisant pour déclencher une alerte. Mais, mis bout à bout, cela crée une tendance. Un analyste SEALs formule alors une idée plus troublante encore. Et si ces unités, sans le dire, avaient toutes rencontré la même chose? Pas une force ennemie classique, pas un groupe identifié, mais une présence qui observe différemment. Ce type d'hypothèse est difficile à valider, parce qu'il ne laisse presque aucune trace, pas de signature claire, pas de revendication, pas d'attaque directe, seulement des ajustements, des micro-réactions, des décisions qui semblent, vues de l'extérieur, presque excessives. Mais pour les opérateurs, ces décisions ont du sens, parce qu'ils savent qu'à ce niveau, une équipe ne change pas de comportement sans raison. Chaque mouvement coûte du temps. Chaque silence augmente le risque. Chaque déviation complique l'extraction. On ne fait pas ça sans une bonne raison. Alors la mission du Special Air Service devient un point de référence. Pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a révélé quelque chose. Les Navy SEALs examinent une dernière fois les données de trajectoire. Et là, un détail jusqu'ici ignoré prend du poids. L'équipe ne se contente pas de dévier. Elle semble tester plusieurs directions, comme si elle cherchait une limite. Un opérateur SEALs l'explique simplement. Il ne fuyait pas. Il cartographiait. Cartographier quoi? Pas le terrain physique, pas les bâtiments, pas les routes, mais un comportement, une réaction invisible. Cela signifie que l'équipe du Special Air Service avait compris que quelque chose répondait à leur mouvement. Pas de manière directe, mais de manière suffisamment cohérente pour être mesurable. Et si cette chose pouvait être mesurée, elle pouvait être étudiée. C'est là que la décision devient plus claire. Couper le contact, sortir du réseau, changer les règles. Ce n'était pas seulement une mesure de sécurité, c'était une phase d'analyse. Mais cette phase comporte un risque majeur. Parce que pour observer quelque chose, il faut rester à portée. Et rester à portée signifie rester exposé. Un silence s'installe une nouvelle fois dans la salle d'analyse. Parce que tout le monde comprend ce que cela implique. L'équipe du Special Air Service n'a pas seulement pris une décision difficile, elle a accepté de rester, là où elle n'était plus censée être. Et à ce moment précis, une conclusion commence à émerger. L'opération n'a pas dérapé, elle a évolué, mais cette évolution n'a pas été communiquée. Pas parce qu'elle ne pouvait pas l'être, mais parce qu'elle ne devait peut-être pas l'être. Et cela change encore une fois la perspective. Ce silence n'est plus seulement une absence, c'est un message que seuls certains peuvent se comprendre. Et les Navy SEALs commencent à en saisir le sens. Mais ce qu'il implique reste encore plus inquiétant. À ce moment-là, la réflexion change de niveau. On ne parle plus d'une équipe isolée. On parle d'un environnement qui réagit. Les Navy SEALs cessent de chercher une entité précise. Ils commencent à analyser un système, un ensemble de comportements, dispersés, discrets, mais cohérents.
quelque chose qui n'apparaît jamais directement, mais qui s'ajuste en permanence. Un nouveau type de lecture est appliqué, non plus qui est présent, mais qui apprend. Les données accumulées sur plusieurs opérations montrent une constante étrange. Plus une unité est discrète, plus certaines réactions autour d'elle deviennent précises. Comme si le niveau d'expertise attirait une forme d'attention différente, pas plus agressive, plus méthodique. Cela crée un paradoxe. Les unités les plus entraînées, les plus silencieuses, les plus efficaces, deviennent aussi celles qui sont le plus finement observées, non pas pour être stoppées immédiatement, mais pour être comprises. Un analyste SEALS résume cette logique d'une phrase simple. Quelqu'un ne cherche pas à les battre, quelqu'un cherche à les reproduire. Cette idée change tout, parce qu'elle introduit une intention nouvelle. Observer pour copier, analyser pour améliorer, attendre pour ne pas révéler ses propres capacités. Dans ce cadre, la mission du Special Air Service prend une dimension différente. Ils ne sont plus seulement des opérateurs sur un terrain hostile, ils deviennent, sans l'avoir choisi au départ, une source de données, et c'est précisément ce qu'ils ont refusé. Le moment où ils coupent le contact n'est plus vu comme une rupture. C'est une barrière, une limite posée délibérément. Car dans les opérations modernes, l'information ne vient pas seulement des communications interceptées ou des images satellites. Elle vient des comportements, des choix, des timings, des réactions. Tout peut être analysé, tout peut être appris. Les Navy SEALs connaissent ce principe. Ils l'utilisent eux-mêmes. Observer un adversaire, comprendre ses méthodes, anticiper ses décisions. Mais ici, le rôle semble inversé. Un détail supplémentaire renforce cette impression. Aucune tentative d'interception directe n'a été détectée. Aucune embuscade. Aucune poursuite visible. Comme si l'objectif n'était jamais d'arrêter l'équipe. Cela signifie une chose simple. La valeur de l'équipe ne résidait pas dans sa capture, mais dans son observation. Et à partir de là, la décision du Special Air Service devient presque inévitable. Couper toute visibilité, rompre les schémas, devenir imprévisible. Mais cela a un coût, parce que l'imprévisibilité, dans un environnement déjà instable, peut isoler complètement une unité, sans communication, sans extraction confirmée, sans soutien externe. Un opérateur SEALS pose alors une question, calmement. Combien de temps peut-on rester invisible avant de disparaître pour de bon? Personne ne répond immédiatement, parce que la réponse dépend de quelque chose que personne ne peut mesurer. Le niveau de compréhension de l'adversaire. Si cet adversaire apprend vite, alors chaque minute passée sur le terrain augmente le risque. Et c'est là que la situation devient plus inconfortable, parce qu'une autre possibilité apparaît. Et si l'équipe du Special Air Service avait compris qu'elle ne pourrait pas simplement sortir de la zone, sans révéler exactement comment elle opère? Dans ce cas, l'extraction elle-même devient un problème, pas une solution. Et cela expliquerait une chose essentielle. Pourquoi ils ne sont pas revenus immédiatement? Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils savaient que la manière dont ils partiraient serait observée, analysée et potentiellement utilisée. À ce niveau, la mission n'est plus seulement une question de survie. C'est une question de contrôle de l'information. Et parfois, protéger cette information demande un choix que peu d'unités sont prêtes à faire. À ce stade, une option évidente est envisagée. Envoyer une autre équipe, confirmer sur le terrain, rétablir le contact, forcer l'extraction. Sur le papier, c'est logique. Dans la réalité, c'est écarté presque immédiatement. Les Navy SEALs comprennent une chose essentielle. Si le Special Air Service a choisi de disparaître, alors introduire une seconde unité dans le même environnement reviendrait à répéter exactement le schéma que l'adversaire semble étudier. 2 équipes, 2 trajectoires, 2 ensembles de données. C'est précisément ce qu'il ne faut pas offrir. Un opérateur SEALs le formule sans détour.
Si quelqu'un apprend, on ne lui donne pas un deuxième exemple. Cette phrase change la dynamique. L'absence d'intervention n'est plus une contrainte, c'est une décision. À partir de là, une règle implicite s'impose. Observer sans interférer. C'est contre-intuitif. Laisser une équipe alliée sans contact, sans extraction confirmée, sans soutien visible, va à l'encontre de toutes les procédures si classiques. Mais dans ce cas précis, intervenir pourrait aggraver la situation. Les Navy SEALs ajustent alors leur posture. Ils ne cherchent plus à localiser directement le Special Air Service. Ils cherchent à comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Les capteurs sont réorientés. Les flux sont filtrés différemment. On ne regarde plus où l'équipe devrait être. On regarde ce qui change autour d'elle. Et ces changements, même subtils, commencent à apparaître. Des zones qui deviennent soudainement silencieuses. Des communications qui cessent brièvement, puis reprennent ailleurs. Des mouvements qui s'arrêtent sans raison visible. Ce ne sont pas des réactions directes, ce sont des ajustements, comme si quelque chose s'adaptait en temps réel, sans jamais se révéler. Un analyste SEALS note un point précis. Les anomalies ne suivent pas une ligne. Elles dessinent un espace. Cet espace correspond approximativement à la zone dans laquelle le Special Air Service a disparu. Ce n'est pas une preuve, mais c'est suffisant pour une conclusion opérationnelle. L'équipe est toujours là, pas détectée, pas localisée, mais présente, et surtout active. Car si elle ne l'était pas, l'environnement ne réagirait pas. Cela signifie que le Special Air Service continue d'agir, silencieusement, sans communication, en dehors de tout cadre visible. Un autre détail vient renforcer cette lecture. Aucune tentative de recherche ennemie massive n'est détectée. Pas de quadrillage, pas de renfort, pas d'opération de ratissage, comme si l'adversaire ne cherchait pas à retrouver l'équipe. Ce qui est en soi anormal, parce que lorsqu'une unité d'élite disparaît dans une zone instable, la réaction classique est immédiate. On ferme le terrain, on contrôle les accès, on cherche. Ici, rien de tout cela. Un opérateur SEALS résume la situation avec une précision froide. Ils savent où ils sont. Ils n'ont juste pas besoin de les attraper. Cette phrase introduit une idée plus dérangeante encore. Et si le but n'était pas de capturer l'équipe, mais de la laisser évoluer suffisamment longtemps pour comprendre ses limites? Dans ce cas, chaque mouvement du Special Air Service devient une information. Chaque choix, chaque adaptation, chaque tentative de rester invisible, et plus le temps passe, plus ces informations s'accumulent. C'est là que la situation atteint un point critique, parce que rester sur le terrain permet d'observer, mais rester trop longtemps permet à l'autre camp d'apprendre. Un équilibre fragile, et au centre de cet équilibre, une équipe qui a volontairement choisi de disparaître. Mais une question commence à prendre de plus en plus de place. Combien de temps peuvent-ils maintenir cet équilibre avant que l'avantage ne change de côté? Le temps devient alors un facteur critique. Pas pour la survie immédiate, mais pour l'équilibre de l'information. Plus les heures passent, plus une chose devient évidente pour les Navy SEALs. L'environnement ne réagit pas plus vite, il réagit mieux. Les anomalies deviennent plus précises, plus localisées, moins fréquentes, mais plus pertinentes, comme si l'entité qui observe, quelle qu'elle soit, n'avait plus besoin de tester. Elle commence à comprendre. C'est ce changement qui inquiète, parce qu'il marque une transition. On ne cherche plus à identifier un comportement, on commence à l'anticiper. Un analyste SEALS met des mots sur ce moment précis. Au début, ils regardaient. Maintenant, ils savent où regarder. Ce glissement est presque imperceptible, mais ses conséquences sont majeures. Cela signifie que chaque mouvement du Special Air Service, même parfaitement exécuté, laisse désormais une trace exploitable. Pas une trace visible, une trace logique, un choix de trajectoire, un temps de pause, une manière d'éviter une zone. Tout cela forme un modèle. Et un modèle, une fois compris, peut être inversé. C'est là que le risque change de nature. Ce n'est plus seulement une question de rester invisible, c'est une question de rester incompréhensible.
Mais cela devient de plus en plus difficile, parce que même l'imprévisibilité, répétée assez longtemps, finit par créer un schéma. Les Navy SEAL observent alors un détail qui confirme cette évolution. Les réactions autour de la zone ne sont plus seulement passives, elles deviennent positionnelles. Certains points semblent éviter systématiquement certaines zones, d'autres restent fixes, comme s'ils attendaient un beau quelque chose. Pas une embuscade, pas encore, plutôt une mise en place. Un opérateur SEALS le formule avec prudence. Il ne ferme pas la zone, il dessine les bords. Cette phrase introduit une idée claire. L'espace dans lequel le Special Air Service évolue est en train d'être limité, pas physiquement, mais logiquement. Chaque mouvement possible devient un peu plus prévisible, chaque option un peu plus contrainte. Et cela crée un problème. Parce que pour rester invisible, une équipe doit pouvoir choisir librement ses trajectoires. Si ces trajectoires sont progressivement réduites, alors l'invisibilité devient un espace fermé. Un piège sans mur. À ce moment précis, les Navy SEALs comprennent quelque chose d'inconfortable. Le temps ne joue plus en faveur du Special Air Service. Chaque minute supplémentaire permet d'observer davantage. Mais elle permet aussi d'être observé plus précisément. Un équilibre qui se rompt lentement. Et pourtant, malgré cette pression invisible, aucun signal de détresse n'est émis. Aucune tentative de sortie rapide n'est détectée. Ce qui signifie une chose essentielle. L'équipe est consciente de cette évolution. Et elle ne panique pas. Au contraire, ses mouvements restent mesurés, ses ajustements restent cohérents. Comme si elle suivait un plan, mais pas le plan initial, un plan qui s'adapte en temps réel, un plan qui accepte le risque, mais cherche autre chose. Un analyste SEALS pose alors une dernière hypothèse. Et si l'équipe ne cherchait plus seulement à éviter d'être comprise, mais à comprendre elle-même jusqu'où l'autre camp est capable d'aller? Dans ce cas, la mission a complètement changé de nature. Ce n'est plus une opération. C'est une observation mutuelle, deux systèmes qui s'analysent. Et au centre, une équipe qui a choisi de rester dans la zone la plus dangereuse. Pas parce qu'elle y est coincée, mais parce qu'elle y apprend quelque chose. La question devient alors plus simple. Qui apprendra le plus vite? Parce qu'à partir de maintenant, la prochaine étape ne dépendra plus de qui est le plus discret, mais de qui comprend l'autre en premier. À ce point précis, quelque chose change, mais pas sur le terrain. Dans la salle d'analyse. Jusqu'ici, les Navy SEAL observent. Ils interprètent. Ils relient des détails. Mais une nouvelle idée s'impose, lentement. Et si l'équipe du Special Air Service n'était plus seulement en train de s'adapter, mais en train d'influencer? Cette possibilité repose sur un détail très spécifique. Les anomalies observées autour de la zone ne sont pas seulement plus précises. Elles deviennent incohérentes entre elles. Certaines réactions semblent anticiper un mouvement. D'autres, au contraire, réagissent à quelque chose qui ne se produit jamais, comme si l'adversaire recevait des signaux contradictoires. Un analyste SEALS revient alors sur les trajectoires du Special Air Service. Et cette fois, il ne cherche pas un schéma, il cherche une intention. Ce qu'il trouve n'est pas une fuite, ni une simple adaptation. C'est une série de micro-choix qui semblent conçus pour être vus, pas directement, mais suffisamment pour être interprétés. Un changement de direction, puis un arrêt. Un passage dans une zone ouverte, suivi d'un retrait immédiat. Une présence suggérée, puis effacée. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des signaux. Un opérateur SEALS le formule clairement. Il ne se cache plus complètement. Il contrôle ce qu'on voit d'eux. Cette idée change tout, parce qu'elle signifie que le Special Air Service ne subit plus l'observation. Il la manipule. Dans ce type de situation, l'objectif n'est plus seulement d'éviter d'être compris. C'est de guider la compréhension de l'adversaire. Faire croire à une direction, suggérer une intention, créer une fausse logique. Et surtout, introduire de l'erreur.
Les Navy SEALs reconnaissent quand cette approche. Elle est rarement utilisée, parce qu'elle est risquée. Pour manipuler l'analyse adverse, il faut accepter d'être partiellement visible. Il faut exposer des fragments réels pour construire une illusion. Mais si cette illusion est mal calibrée, elle peut se retourner immédiatement contre vous. Un silence s'installe dans la salle, parce que cette stratégie implique une chose précise. L'équipe du Special Air Service ne cherche plus seulement à survivre ou à comprendre. Elle joue avec le processus même d'analyse de l'adversaire. Et cela signifie qu'elle a atteint un niveau de confiance extrêmement élevé. Un détail confirme cette hypothèse. Les réactions adverses deviennent moins cohérentes, moins efficaces. Certaines zones sont sursurveillées. D'autres, au contraire, semblent négligées. Comme si l'attention avait été déplacée. Pas par hasard. Dirigée. Un opérateur SEALS résume la situation avec précision. Ils ne sont plus en train d'être suivis. Ils décident comment ils sont suivis. Mais cette stratégie a une limite, parce que plus vous manipulez l'analyse adverse, plus vous révélez indirectement votre propre capacité à le faire. Et à ce niveau, cela peut devenir une information aussi précieuse que n'importe quelle donnée tactique. Une dernière question apparaît alors. Est-ce que cette manipulation est une étape temporaire ou la dernière phase avant quelque chose de plus radical? Parce que si l'équipe du Special Air Service contrôle maintenant ce que l'adversaire voit, alors elle peut aussi choisir le moment où elle disparaît vraiment. Et cette fois, pas seulement du réseau, mais du terrain lui-même. Le moment ne se voit pas, il ne s'entend pas, mais il existe. Les Navy SEALs le repèrent, non pas par un signal, mais par une absence de réaction. Jusqu'ici, chaque mouvement du Special Air Service provoquait quelque chose. Une micro-variation, une adaptation, une réponse, même discrète, puis soudainement, plus rien. Pas de correction, pas de déplacement, pas d'ajustement. L'environnement cesse de répondre. Au début, cela pourrait être interprété comme une réussite, une disparition parfaite. Mais les analystes ne réagissent pas, ne réagissent pas ainsi, parce qu'ils savent que ce type de silence n'est pas neutre. Un opérateur SEALS observe les données une dernière fois, puis dit calmement « Ce n'est pas qu'ils ne les voient plus, c'est qu'ils n'ont plus besoin de les suivre. » Cette phrase change tout. Deux possibilités apparaissent immédiatement. La première est simple. L'équipe du Special Air Service a réussi à sortir du cadre d'observation. Elle a rompu le modèle. Elle est devenue imprévisible au point de ne plus être exploitable. Dans ce cas, l'adversaire abandonne, parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. La seconde possibilité est plus difficile à accepter. L'adversaire a terminé. Pas terminé la mission, terminé l'analyse. Cela signifie que tout ce qui devait être compris l'a été. Les trajectoires, les décisions, les réactions, les limites. Dans ce cas, continuer à suivre l'équipe n'apporte plus de valeur. Et donc, on arrête. Un silence lourd s'installe dans la salle. Parce que ces deux scénarios mènent à une même conclusion. Quelque chose s'est terminé. Mais personne ne sait exactement quoi. Les Navy SEALs ne reçoivent jamais de confirmation officielle. Pas de message du Special Air Service. Pas de traces claires d'extraction. Pas de preuves visibles de retour. Rien de définitif. Et pourtant, certains détails persistent. Des zones qui reviennent à un comportement normal. Des communications qui reprennent leur rythme habituel. Un environnement qui cesse, progressivement, d'être anormal. Comme si une phase avait pris fin. Des semaines plus tard, un opérateur SEALS est interrogé, de manière informelle. On lui demande ce qu'il pense réellement de cette opération. Il prend quelques secondes, puis répond, sans émotion, « Ils n'ont pas disparu pour fuir. Ils ont disparu pour contrôler ce que l'autre pouvait apprendre. Et quand ils ont estimé que c'était suffisant, ils ont arrêté d'exister dans le système. Ils ne parlent pas de mort. Ils ne parlent pas de succès. Ils parlent de contrôle. Parce qu'à ce niveau, la victoire ne se mesure pas toujours par un retour. Elle se mesure par ce qui reste inconnu. Ce que les Navy SEALs ont réellement dit, après coup, n'a jamais été formalisé dans un rapport public.
Mais une idée revient sous différentes formes. Le terrain moderne ne se limite plus à ce que l'on voit. Il inclut ce que l'adversaire comprend. Et dans cet espace invisible, la discrétion ne suffit plus. Il faut savoir quand se montrer, quand se taire, et surtout, quand disparaître avant d'avoir tout révélé. La mission du Special Air Service n'a peut-être jamais été complètement expliquée, mais elle a laissé une trace, pas dans les images, pas dans les enregistrements, dans la manière de penser, une compréhension plus froide, plus prudente. Parce que si quelqu'un observe vraiment, alors chaque action devient une information. Et dans ce cas, le silence n'est pas une absence, c'est une décision.